Bonjour, ici Manon Kerouac. Je me lance dans une série d'entrevues avec des personnes inspirantes et aujourd'hui j'ai Sylvain Potvin avec moi. Bonjour Sylvain. Salut Manon, Ça va bien? ça va bien toi? Oui. Tu m'inspires parce que tu es une personne très déterminée, disciplinée. Tu focuses sur tes objectifs puis tu fonces là-dedans. Dans le fond, toi, tu as commencé dans le domaine du sport en 1985. En 1987, tu as eu ta première médaille d'or dans les... Au niveau provincial, oui, effectivement. En 87, ça a été quand même une bonne saison parce que j'ai gagné tout ce qu'il y avait au niveau régional. Puis c'était ma première expérience au niveau provincial dans les courses. Ouais. OK. C'est bon. Après ça, en 1995, tu es allé chercher ta niveau 3 au moniteur de ski. Oui, ben c'est ça. Quand j'ai pris ma retraite de coureur cycliste en 92, je me suis converti à un autre sport qui est le ski alpin. Je me suis mis à découvrir ça, puis je me suis mis à triper. Fait que je me suis mis à apprendre comment enseigner, parce que dès le début que j'ai commencé à faire de ça, j'ai dit, moi, je veux enseigner ça. Puis en ski alpin, il faut comprendre qu'on a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 au niveau de la formation. Pour te donner une idée, c'est quoi un niveau 1? Un niveau 1, ça peut être l'équivalent d'une technique au cégep. Un niveau 2, ça peut être l'équivalent d'un bac. Un niveau 3, c'est une maîtrise en ski. Et un niveau 4, c'est un doctorat. Okay? C'est bon. Pour te donner une idée. Puis tu vois, en 95, effectivement, j'ai été chercher mon niveau 3. Quand tu es rendu niveau 3 de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada, tu as une reconnaissance internationale qui te permet justement, comme moi, si je voudrais, je pourrais aller enseigner en Europe ou je pourrais me promener un petit peu partout. Ouais, c'est ça. Parfait. Puis après ça, tu es allé chercher ton niveau 3 aussi, je pense, pour les entraîneurs. Oui, bien, tu privés. vois, à un moment donné, j'ai toujours resté dans le monde du vélo, même si j'ai arrêté de courir. J'ai toujours resté comme actif, comme bénévole, pilote de voiture, organisateur, animateur. Et en 2010, j'ai créé une entreprise qui n'existait pas au Québec, qui s'appelle l'École du vélo. En créant l'École du vélo, ce que je voulais, c'était pas créer un centre de performance ultime, tu sais, c'était pas performance vélo, mais c'était bien école de vélo. Et à travers cette formation-là, cette expérience-là, les gens voulaient avoir des programmes d'entraînement. Et étant donné que moi, quand je parle de quelque chose, j'aime savoir de quoi je parle, bien effectivement, j'avais déjà des certifications d'entraîneur, mais j'ai été chercher toutes mes certifications. Encore là, un petit peu comme je t'expliquais tantôt, au niveau moniteur ski, au niveau entraîneur, c'est sensiblement l'équivalent. Puis tu vois, aujourd'hui, c'est ça. Je suis entraîneur de vélo, mais je suis entraîneur également de sport d'endurance. Mais je suis également formateur d'entraîneurs pour la Fédération québécoise des sports cyclistes. OK? Puis de là, ben, avec les qualifications que j'ai, j'essaie d'avancer là-dedans. Là. C'est bon. Puis aussi, ben, tu as beaucoup d'expérience dans la vente. Puis je sais que tu as créé aussi ton entreprise Niftaf Incorporée. Oui, c'est ça. Ben, écoute, comme je l'ai dit, j'ai créé l'École du vélo en 2010. Mais avant ça, j'ai gagné ma vie effectivement dans le monde de la vente. J'ai fait 2 ans d'assurance combine, à faire du porte-à-porte, ce qu'on appelle du cold call. Tu vois, à ce moment-là, je me suis retrouvé parmi les Leaders Club. Okay? J'ai appliqué des méthodes du sport dans mon travail. Okay? J'ai gagné quelques trophées, quelque chose dans le monde des assurances. L'idée, c'était de prendre la relève de mon père. Sauf que mon père, malheureusement, puis moi, ça ne fitait pas nécessairement en business. Fait que quand je suis revenu dans l'entreprise de mon père, j'ai travaillé avec lui jusqu'en 2001. En 2001, j'ai eu une opportunité d'aller travailler comme gérant de territoire chez Manulif, qui est une compagnie spécialisée dans les chariots élévateurs télescopiques, de la machinerie lourde. Okay? Le territoire que j'avais, c'était toute l'est de la province, à partir de Trois-Rivières, Victoriaville, Gaspé, Sept-Îles, le Lac-Saint-Jean. Et tu vois, quand je suis arrivé là, j'avais un chiffre d'affaires déjà établi de 1,2 million. Okay? Vente et location. Ça peut avoir de l'air gros comme chiffre, mais dans l'industrie, c'est quelque chose de normal. Et l'année 1, moi je suis rentré là le 2 février 2002. L'année 1, j'ai terminé à 1,8 million. L'année 2, en 2003, j'ai fait 2,8 millions. J'ai été voir mes patrons. Je lui ai dit là, ça va prendre quelqu'un d'autre sur le territoire, je vous fais perdre de l'argent. Ils m'ont dit, ben voyons donc, t'as le plus gros des territoires. Je dis, ouais, mais la rentabilité, je peux vous l'amener à un autre niveau. Fait qu'on a engagé un autre gars. Lui, on l'a monté, moi je l'ai entraîné, je l'ai monté à 2 millions. Et moi, j'ai toujours continué à faire à peu près 2,5, 2,6 millions pour arriver en 2005 et terminer l'année avec 3 millions de chiffre d'affaires sur ma production personnelle. Donc, j'ai pris un territoire qui était à 1,2 million et je l'ai amené à 5 millions vente et location. C'est quoi les stratégies que tu as usées pour Bien, monter ça? 2 choses. La première, la discipline sportive. Okay? Et la deuxième, les enseignements que j'ai eus dans les assurances Combine. Parce que M. Stone, le fondateur des assurances Combine,
avait développé un système qui s'appelle le système infaillible du succès. Okay? Le système infaillible du succès pour M. Stone, c'est que tu fais une porte après l'autre, mais tu fais une chose à la fois et non plusieurs. Okay? Donc, c'est ça que j'ai appliqué, ces deux disciplines-là, dans mon domaine en tant que tel. Et une de mes plus grandes fiertés, ça a été que j'ai réussi à faire un salaire quand même de 150 000 alors que j'avais 30 ans. Puis la plus grande fierté que j'ai, c'est que je ne l'ai pas faite dans l'entreprise de mon père. Je l'ai faite dans une autre entreprise, mais en appliquant justement certains principes de performance. Parfait. Là, j'aimerais ça qu'on parle plus de NIFTOP. Tu as 5 habiletés techniques, tu as 5 phases, puis tu as 3 habiletés mentales. Oui. C'est ça que j'aimerais ça que tu nous décrives un peu ce que ça va nous aider au monde avec la psychologie du sport à avancer. Bien, premièrement, il faut savoir que NIFTOP, la façon dont ça a été créé, c'est que avec l'école du vélo, cette méthodologie-là d'enseignement, okay, où ce que j'ai été chercher du bagage dans le monde du sport, où ce que j'ai été chercher du bagage dans le monde des affaires, puis j'ai été chercher un bagage personnel, okay, dans l'enseignement du ski alpin. Fait que j'ai tout fait un amalgame de ça. Et au début, l'école du vélo fonctionnait uniquement sur l'enlignement, la capacité à être équilibré dans une infinité de situations, la conduite, le dosage, la coordination, okay, la synchronisation. Parce que pour moi, j'enseigne pas les watts, j'enseigne pas la puissance, j'enseigne pas... c'est des résultantes. Fait que j'ai parti l'école du vélo comme ça, puis c'est pour ça qu'il faut comprendre NIFTOP, où est-ce qu'on s'en va. Et j'ai écrit une méthodologie de coaching. Cette méthodologie-là, je l'ai déposée au droit d'auteur. J'ai eu mon certificat de droit d'auteur le 23 avril 2014, excuse-moi. OK. Et par la suite, plusieurs de mes amis m'ont dit « Tabarouette, Sylvain, pourquoi tu prends pas ton expérience dans la vente, puis tu la transmets pas comme tu fais dans l'expérience du vélo. » Et j'ai trouvé l'idée géniale, mais je savais plus ou moins comment en faire. Fait que c'est là qu'à ce moment-là, j'ai incorporé la compagnie NIFTOP. J'ai pris le brand que j'avais créé, la méthode NIFTOP, qui est quoi? C'est un nivellement vers le sommet. OK? Certains vont dire que c'est pas de vin inversé, mais ça, c'est juste ceux qui ont les esprits tournés. Hein? Et par la suite, en créant NIFTOP, écoute, depuis 2015 que j'applique tranquillement les méthodologies que j'ai appliquées moi-même, où ce que j'amène du coaching, où ce que j'aide les gens à mieux comprendre qu'est-ce que la psychologie de la performance. Puis NIFTOP a évolué avec le temps. Aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as mentionné, NIFTOP, on va parler, si on se donne un exemple, une image, OK? Imagine-toi un vélo, OK? La selle du vélo, ça va être ta capacité à te créer tes objectifs. Hein? Quand tu t'assois sur la selle, dans le fond, tu t'assois sur quelque chose. Par la suite, OK, il faut contrôler nos émotions. Hein? La peur, la crainte, ça, c'est toutes des choses qui viennent nous visiter de temps en temps. Tu es d'accord? Donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour contrôler nos émotions quand on est sur un vélo, hein? Parce qu'on va chercher cette image-là toujours, tu es d'accord? Oui. Bien, c'est ton guidon. OK? Imagine-toi le guidon d'un vélo. Ça va être le contrôle de tes émotions. Et quand on fait du vélo ou quand on fait d'autres sports, il faut toujours être concentré sur un point précis. Tu es d'accord là-dessus? Le focus, dans le fond. Ouais, un petit peu, ouais. Certaines personnes vont l'appeler le focus, sauf que le focus va avoir une autre sorte de définition. OK? La concentration, on peut dire, oui, garde le focus, garde la concentration. Bien, moi, je vais l'imager avec le pédalier. Pourquoi? Parce que quand tu fais du vélo, la plupart des gens qui vont faire du vélo, ils vont dire « faut que tu te concentres à tire, pouce sur tes pédales avec les fameuses pédales à clip. » OK? Fait que je répète les 3 points. Ta selle, c'est ta capacité de te fixer des buts. Ton guidon, c'est ton contrôle des émotions. Et ton pédalier, c'est ta concentration. Ça représente les 3 habiletés mentales que tu dois avoir quand tu penses à faire de la performance. OK? Par la suite, si on prend les 2 roues, hein, parce qu'un vélo, c'est pas une roue, c'est 2 roues, Oui. bien, de la façon donc, moi je vois ça, c'est que la roue en avant, OK, elle, c'est pas une force en tant que telle, mais tu es obligé de l'avoir, c'est elle qui te dirige, puis c'est elle qui te fait franchir les différentes étapes. Tu es d'accord là-dessus? Oui. Donc, on va prendre les phases de l'enseignement, les phases d'un apprentissage. OK? Tu vas avoir l'initiation, l'acquisition, la consolidation, le perfectionnement, puis la variation créative. OK? Pourquoi je me sers d'une roue pour t'expliquer les phases de l'enseignement? C'est très simple. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'une roue, ça tourne? Oui. OK. Est-ce qu'on est d'accord également pour dire que si on prend l'embout qui met de l'air dans le pneu, hein, on va se prendre ça comme point, Oui.
Ça se peut-tu qu'il repasse à la même endroit? Oui. Bon. Donc, dans les phases de l'enseignement, OK, ce qui est important, c'est que quand tu vas arriver, l'initiation, l'acquisition, consolidation, perfectionnement, variation créative, je t'informe, ça se peut que tu retombes en initiation à quelque part. OK? Fait que ça, c'est ta roue d'en avant qui va te diriger sur ta route. C'est bon. Tu me suis? Oui. Par la suite, OK, on va aller dans la roue arrière du vélo. La roue arrière du vélo, elle, est constituée de plus de choses. Hein? Elle a ses rayons, mais elle a également ce qu'on appelle un bloc gear. Tu es d'accord là-dessus? Oui. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire pour l'arrière, on va dire que notre roue, elle a 5 rayons. Je vais te poser la question suivante. Sur un vélo, si tu roules, puis tu as un rayon, Non, ça marche lequel pas. qui est le plus important? Non, mais... Ah, OK. tu sais, Lequel qui est plus important? ouais, Ben, je dirais qu'il n'y en a pas. il n'y en a pas. Hein. Par contre, s'il y a un rayon qui est mal ajusté, Ouais, là, ça qui ira pas manque, bien. qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça ira pas bien. Ta roue va osciller. On est d'accord là-dessus? Oui. Parfait. Ben, c'est la même chose. Moi, ce que je vais faire, je vais me servir de mes 5 habiletés de base que j'avais avec l'école du vélo parce que c'est eux qui nous propulsent par l'avant. L'enlignement, la conduite, le dosage, la coordination, la synchronisation. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'on est sur la roue en arrière, je ne sais pas si tu as déjà vu un vélo de route de course, il y a comme des pignons en arrière. Tu sais, il y a des Parce que ce qu'on appelle la chaîne passe. Hein? OK. Tu sais, il y a différents Ouais. gears ou des pignonnes. OK? Ben, tu vois, ça va être les étapes, justement, que tu vas franchir. Parce que moi, ce que je vais dire, c'est que l'alignement, ça peut être ton couple. La conduite, ça peut être ta famille. Le dosage, ça peut être ton travail. La coordination, ça peut être ton développement personnel. La synchronisation, ça va être tes amis et ton cercle. Ça, c'est au niveau personnel. OK. OK? Après ça, c'est ton pignon 1. Ton pignon 2, ben, ça va être tes objectifs de cycle, tes priorités. OK? Tu vois-tu comment est-ce que je fais les parallèles avec ces 5 éléments-là, mais je les ramène soit dans la vie privée, soit dans le travail. Fait que comme ça, on est capable de moduler justement ces choses-là. C'est bon. Est-ce que ça t'explique un petit peu plus c'est quoi la méthode Lift Up? Oui. Ben, c'est parfait, ça. Ben là, parle-nous un peu plus de la psychologie de la performance. Bien, la psychologie de la performance, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est un état d'esprit qu'il faut se créer. Et beaucoup de monde vont parler, psychologie de performance, vont penser hey, performance, faut que je sois le meilleur, faut que je sois le meilleur. C'est là où on fait l'erreur. Souvent, je vais te donner un exemple. Je prépare des gens, tu vois, j'en ai un, là, c'est le 2e que je prépare pour les championnats du monde. Bien, dans sa préparation, on va visualiser 3 choses. La première, la victoire. La 2e, la simple participation pour dire j'ai pas gagné. Et la 3e, l'échec total. L'échec. Oui, en performance, il faut prévoir l'échec. Parce que si on ne prévoit pas l'échec, il va y avoir une déception. Puis si on vit une déception, ça va être encore plus dur de remonter. OK. Fait que si tu prépares ta déception, ça va être moins dur. Oui, oui. Parce qu'à quelque part, là, les gens vont dire non, mais il faut voir positivement, il faut gagner, il faut gagner. Oui. Mais il arrive quoi si? Ouais. Tu sais, est-ce que la vie est toujours parfaite? Non, c'est sûr. Ça là, c'est haut puis c'est beau. Est-ce que la vie ne nous renverse pas des fois? Oui. La performance, en réalité, c'est quoi? C'est sa capacité à se relever et se maintenir debout, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand on parle d'une psychologie de performance, que ce soit avec un athlète de haut niveau qui va au championnat du monde, ou que ce soit toi qui es en train de te partir en affaires, est-ce qu'on est d'accord pour dire que tu es susceptible de vivre une défaite? Oui. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que tu es susceptible de vivre un grand succès? Oui. Est-ce qu'on est susceptible de dire que tu vas avoir du travail à faire sans succès, sans échec? Ouais, effectivement. Donc, tu vois, c'est ça la psychologie de la performance. Puis c'est là où on va rentrer plus en détail pour aller la travailler. Mais il faut comprendre une chose. On s'en va pas au championnat du monde en se levant un matin et en disant « Bon, moi, aujourd'hui, ça me tente, je m'en vais au championnat du monde. » Non, il y a du travail à faire. Ça prend une préparation, un suivi soutenu de l'entraînement, Oui. puis un plan de match. Oui. OK? Fait que c'est toutes ces choses-là. La psychologie de la performance, c'est quelque chose de quand même grand, mais simple. Le meilleur conseil que je peux te donner, puis c'est pour ça que j'ai essayé de le simplifier. La psychologie de la performance, c'est quoi? Les 5 phases d'un apprentissage, qui sont
L'initiation, acquisition, consolidation, perfectionnement, puis variation créative. Et voilà. Également, ça va être 3 habiletés mentales. Est-ce que tu t'en rappelles? Capacité de se fixer des buts, concentration et l'autre... Contrôle des émotions. C'est ça. Mais tu vois, c'est correct, ça fait partie de ça. Et 5 habiletés techniques. L'enlignement, le dosage, la conduite. Je sais plus. Enlignement, conduite, dosage, coordination, synchronisation. Fait que moi, j'ai essayé de résumer, OK, en 3 points très précis. Ouais, excuse-moi, en 3 points très précis, OK, qu'est-ce qui était justement la psychologie de la performance? Et ça va beaucoup plus large que ça, là. Mais moi, je travaille pas mal là-dedans, puis je fais les étapes une après l'autre. C'est bon. Là, je pense que tu es en train d'écrire un livre, Les Vallons de la route. Oui, les vallons de la route, c'est fort simple. C'est comme on le disait tantôt, hein, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. Moi, je me sers de toutes mes expériences antérieures en carrière. Puis, ce qui est le fun, c'est que j'ai la chance de vivre une vie de rêve. Honnêtement, moi, je poursuis mes rêves. Mais en poursuivant mes rêves, c'est pas vrai que ça monte toujours. Non, Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois, je me suis fait des remises en question. Tu sais, le cycliste, là, lui, là, il va rouler. Vent de face, pluie, grêle, gravité. Il va franchir des montagnes, il va descendre des côtes. Il va aller des fois à 2-3 km/h, puis au seuil de l'équilibre. Puis des fois, il va descendre des côtes à 100-110 km/h. Il va être dans le trafic. Il y a un paquet d'affaires. Donc, moi, ce que je suis en train de faire, c'est justement, à travers certaines analogies comme ça, ben, je suis inspiré par un livre qui s'appelle, justement, Les Vallons de la route, où ce que je vais essayer de transmettre un petit peu mes expériences. Puis en même temps, ben, le but premier de ce livre-là, c'est que moi, j'ai 3 enfants. Et c'est une façon de leur léguer mon histoire. C'est qui leur père? Tu sais, est-ce que je vais faire un succès avec ce livre-là? C'est pas le but premier. C'est plus de léguer à ma famille ou à mes enfants. Puis éventuellement, si eux autres qui ont des petits-enfants, ils vont pouvoir dire, ben regarde, ton grand-père, c'est ça qu'il a fait. Fait que c'est quelque chose... Tu sais, quand on dit on écrit notre histoire, ben moi, j'essaie de la mettre par papier. C'est un autre travail très laborieux, tu vois, parce que je suis rendu à pas loin de 85 pages sur Word d'écrit. Mais là, il faut que je les restructure. Fait que là, moi, je suis en apprentissage, hein, l'initiation, OK? Bon, là, je suis plus en consolidation, parce que je suis en train, mais je suis pas en perfectionnement encore. Je vais y arriver bientôt. C'est bon. Puis quand je vais être en variation créative, probablement que c'est là que mon livre va sortir. Puis je prévois le sortir dans les environs du mois de septembre. Ah, ben c'est bon. Tu es conférencier aussi. Oui, je suis conférencier où j'ai commencé mes premières conférences en 2013 au Salon du vélo à Montréal. Écoute, cette expérience-là, ça a été incroyable. L'organisateur du Salon du vélo de Montréal arrive à mon local de l'école du vélo. Il me demande, premièrement, si ça me tente d'être exposant à son salon. Je dis, écoute, j'ai de la clientèle de Montréal présentement, je sais pas vraiment. Puis il me dit, conte-moi ton histoire un peu. Fait que là, j'y compte. Là, il dit, hey, sais-tu que t'es le seul au Québec à enseigner le technique? Je dis, ouais, je le sais, mais écoute, il dit, je t'écoute parler. Il dit, t'aimerais-tu ça faire une conférence? Ben, j'aimerais tout ça faire une conférence. Je suis obligé de te dire que je n'ai jamais fait. Fait que, partant de là, quand j'y ai dit ça, il me dit, écoute, il dit, moi, j'aimerais ça t'avoir. Puis il dit, dans le pire des cas, il dit, écoute, Sylvain, il dit, j'ai des trous à combler. Puis il dit, casse pas ta tête, je vais te donner les pires heures. Fait comme ça, il n'y a pas trop de monde. Fait que, tu sais, ça sera pas trop pire. Puis si tu te plantes, ben, tu te plantes à Montréal, tu te planteras pas à Québec. Puis, tu sais. Fait que j'ai dit, ouais, ça peut être intéressant, tu sais. Et là, moi, je dis, c'est quand ton salon? Ben, il me dit, c'est la semaine prochaine. Fait que t'as eu, là. T'as pas eu le choix de pédaler puis de la faire. Ouais. Fait que j'ai eu une semaine T'as pour... monté en selle puis t'es Fait que activé. j'ai appelé ça le confort à vélo, une expérience à vivre, où j'ai parlé de 10 points. Là, j'ai dit, ben là, je parle de quoi? Ben là, il dit, écoute, enseigne-moi comment acheter un vélo, enseigne-moi pourquoi acheter des vêtements. Fait que là, j'ai tout décrit ça. Et là, arrive la journée de la conférence. Moi, j'amène mon vélo. Puis là, je me suis dit, m'emmener mon vélo avec mon rouleau, mon simulateur, pour, si je suis trop stressé, au pire, je pédalerai, puis batterie faible. OK, bon, on a eu un petit problème technique, mais c'est pas grave. Et bref, j'ai commencé à donner des conférences, justement, en 2013. Pour tout ça, te dire qu'il vient me voir à la fin de semaine, il dit, Sylvain, puis moi, ben, à chaque fois que je donne une conférence, la salle est quand même pleine, puis là,
Il me dit, Sylvain, t'es mon plus gros conférencier de la fin de semaine. Je dis, pardon? OK, fait Il que dit, toi, il me toi dit- qui as fait le salon. il me dit, écoute, il dit, on a eu même Pierre Lavoie qui est venu aujourd'hui, puis il dit, t'as tiré plus de monde que lui. Écoute, moi, le chèque commence à me pogner. Là, il me dit, bonne nouvelle, il dit, à Québec, il dit, j'ai une surprise pour toi. Il m'a fait faire 7 conférences en 3 jours, 7 conférences d'1 heure. Je capotais. Et là, à partir de là, j'ai pris le goût à ça, puis je me suis mis à monter. Puis j'ai écrit une nouvelle conférence qui s'appelle « Les affaires, c'est comme le vélo ». Puis encore là, ben, c'est celle-là que je vais présenter bientôt. Ah, ben c'est bien ça. Bon, ben merci pour cette belle entrevue. Merci à toi de m'avoir accordé cette entrevue. Alors, si vous avez besoin de quelqu'un pour le sport autant que pour les affaires, Sylvain Potvin. Salut tout le monde!